L'évolution des droits des femmes. Une histoire avec des hauts et des bas, le droit à l'autonomie financière, l'obligation du devoir conjugal ou bien encore le droit de vote. Autant d'exemples que nous allons aborder à travers le projet mené par Résonance et l'Escale Répit à Tain-l'Hermitage, une rencontre entre aidants et services civiques pour replacer les petites histoires dans la grande histoire au cours de plusieurs ateliers. Mais comment recueillir la mémoire ? Quel regard portons-nous sur l'évolution du droit des femmes ? Comment des initiatives locales et citoyennes permettent de faire vivre ces récits ? Nous sommes là pour en discuter avec aujourd'hui Élodie de l'Escale Répit de Tain-l'Hermitage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative de ce projet ? Alors moi je suis agent Arche Agglo et effectivement Arche Agglo a souhaité se mobiliser autour de cette question et donner la parole aux aidants, aux aidantes qui participent. Et on est aussi avec vous, avec Sébastien. Vous faites partie de l'association Résonance. Vous réalisez ce projet. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Effectivement, on a été en contact avec Élodie et puis on a monté le projet par la suite ensemble. Et donc, première question, comment avez-vous eu l'idée de monter ce projet, Élodie ? Alors en fait, ce projet, c'est vraiment s'inscrit dans le projet global de l'année 2026 qui s'appelle le projet de l'année 2026, c'est Empreinte. Et tout est né d'un atelier clown autour des liens qui nous unissent, les traces qu'on laisse les uns sur les autres, qu'on peut partager. Et en fait, laisser trace, on s'est dit, comme ça en réfléchissant, que c'était aussi laisser trace pour le futur et avec un vrai besoin de transmission pour les jeunes générations. Et à l'origine de cette idée, en fait, c'est pas tant moi, c'est vraiment une dame qui s'appelle Michel, une dame jeune de plus de 80 ans qui s'occupait de son mari très dépendant à domicile et qui a témoigné donc de cette problématique par rapport à l'avortement et avant la loi Veil. Donc vraiment, c'est né de l'écoute d'une personne et à travers l'histoire de cette personne, on s'est rendu compte que ça touchait d'autres personnes. Et donc, la rencontre avec Résonance, la rencontre avec Unicité a fait qu'on a eu envie d'aller un peu plus loin. Et pour vous, du coup, Sébastien, de Résonance, comment est-ce que vous intervenez, du coup, dans ce projet ? En fait, Résonance travaille la récolte de mémoire depuis plusieurs années sur le territoire ardéchois et drômois. On sort d'un grand travail de 2 ans qui nous a fait intervenir à Aubenas, à Villeneuve-de-Berg, à Tournon-sur-Rhône également, et j'en passe, Le Teil, etc. Et donc, en fait, voilà, ce travail de mémoire et de récolte de mémoire, c'est un sujet qui nous intéresse depuis plusieurs années, et donc en fait c'est comme ça que s'est fait la rencontre autour de nous, de notre projet de récolte de mémoire, et pourquoi pas envisager de le faire avec l'Escale Répit. Et pourquoi c'est important du coup l'Escale Répit, que ce soit des aidants et aussi du coup des services civiques ? Alors du coup, pour quand même que les auditeurs comprennent la situation, qu'est-ce que c'est Escale Répit ? Escale Répit, c'est un service d'Arche Agglo qui est donc né de la volonté politique des élus dans cette EPCI, donc établissement public de coopération intercommunale. Vraiment, les politiques ont souhaité soutenir ceux qui aident les plus de 60 ans à domicile. Et cette politique, elle est très dynamique puisqu'en fait, elle s'incarne à travers le réseau senior, qui est un réseau d'acteurs, la journée autour du bien vieillir, le service qui s'appelle 60 ans et plus pour orienter les personnes, et l'Escale Répit, qui est un lieu d'aide aux aidants, un lieu où en fait, on se va se retrouver tous les après-midi, du lundi au jeudi, pour proposer des activités, pour proposer du bien-être, pour proposer du soutien moral à tous ceux qui viennent en aide au quotidien de façon intensive à des personnes de plus de 60 ans qui sont malades, qui sont en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Et vraiment, moi je crois que c'est important, voilà, de souligner cette volonté politique pour pouvoir faire des choses. Il faut qu'on ait des élus qui nous soutiennent. Et voilà, ça me semblait très très important au niveau de la dynamique déjà.
Et du coup, comment est-ce que les aidants, ils ont reçu votre demande de participation ? Alors, au-delà de la demande de participation, moi, j'essaie de travailler avec... j'ai beaucoup de chance puisqu'il y a beaucoup de participants à l'Escale Répit et beaucoup de participantes puisque, comme au niveau national, les personnes en situation d'aidance sont majoritairement des femmes. Et en fait, voilà, j'ai eu ce témoignage de cette dame qui s'appelle Michel, mais après ce témoignage et les belles rencontres avec Unicité et Résonance, j'ai proposé. Et je crois que c'est ça aussi qui compte beaucoup quand on accompagne des personnes, quand on travaille, quand on veut travailler au plus proche des besoins des usagers, c'est de vraiment savoir si eux, ça les intéresse et de vraiment faire des choses qui correspondent aussi à leurs besoins. On peut avoir des envies quand on est professionnel, mais si l'autre en face n'a pas envie, ça n'a pas beaucoup de sens. Et j'ai trouvé beaucoup de gens très enthousiastes quand j'ai proposé ce projet et surtout avec la possibilité de travailler avec des jeunes. Je crois que ça aussi, ça a fait partie vraiment de quelque chose qui a fait beaucoup envie à nos jeunes seniors. Quand tu parles de jeunes, tu parles de Résonance, c'est ça ? Presque. Je pensais plutôt à Unicité, effectivement, même si Résonance est très jeune et dynamique. Et du coup, de votre côté, Résonance, comment est-ce que vous avez reçu cette proposition ? Alors, dans l'ADN de l'association Résonance, c'est de faire de l'audiovisuel participatif. Et à mon avis, c'est aussi à ce niveau-là qu'on s'entend bien avec l'Escale Répit, c'est-à-dire de faire avec les gens et non pas pour les gens. Et donc en fait, effectivement, faire un travail préparatoire d'écoute, de récolte du public et de leur envie en fait, et à partir de là, de tricoter quelque chose et se servir de différents outils que nous permet l'audiovisuel pour adapter en fait cet outil au public pour créer quelque chose ensemble. Et la récolte de mémoire était tout à fait appropriée, quoi. Donc je pense que c'est au niveau de l'aspect participatif que on se rejoint parfaitement. Et quels étaient les objectifs qui étaient fixés ? Alors basiquement, on a une première phase, là on en sort au bout de 6 séances. Et en fait c'était de la récolte de mémoire autour de la thématique, donc de l'évolution du droit des femmes, mais pour créer des objets audio, plutôt du podcast. Voilà. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a employé différentes techniques de jeu, etc. pour ouvrir les débats, comprendre de quoi on voulait vraiment parler, parce que ce sujet est très vaste. Donc, affiner un petit peu les thématiques et au fur et à mesure des séances, et voilà, c'est créer une dynamique assez simplement parce que à la base il y avait vraiment de l'envie et puis c'est une thématique qui ouvre tellement de débats, etc. Et puis là, l'idée c'est comme vous disiez au départ. Alors oui, on a l'habitude de dire la petite histoire avec un H minuscule qui rejoint la grande histoire avec un H majuscule. Pour moi, je vois pas trop de différence en fait. C'est les gens qui font un pays et c'est leur histoire en fait qui fait le pays. Donc en fait, l'histoire, c'est toutes ces histoires-là qui font l'histoire et donc c'était vraiment assez fluide, je dirais, dans tout ça. Donc après on a commencé à sortir le matériel audio et c'était des grands moments parce que les gens se sont emparés de ce matériel audio qu'on essaye assez simple d'accès, mais en fait les gens avaient vraiment envie de s'en emparer. Et puis moi j'ai senti qu'il y avait vraiment une envie de parler, de partager des histoires. Et quand tous ces éléments-là sont réunis, pour moi c'est assez facile de travailler dans ces conditions. Et justement, on parle des gens. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc on sait que c'est des aidants, qu'il y a aussi des services civiques. Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple combien de personnes ont participé ? Une bonne quinzaine. Entre 15 et 20, on va dire. Entre 15 et 20, et vraiment pour compléter ce que disait Sébastien, c'est vraiment cette volonté de transmission en fait qu'on ressent très très forte chez le public qui vient à l'Escale Répit, et cette envie vraiment de laisser trace pour l'avenir. Et c'est pour ça que dans le grand projet Empreinte, ça prenait tout son sens. Sur l'Escale Répit, on reçoit énormément d'étudiants, de stagiaires, de personnes en reconversion, et je crois que vraiment quand on
on laisse la place aux personnes, quand on laisse la place aux personnes qui ont déjà un vécu de vie, on se rend compte qu'ils ont des tas de choses très très riches à donner et ça rentre aussi dans un système de dons et vous savez le concept je donne, je reçois et je rends. Et en fait, comme ils reçoivent beaucoup sur l'escale répit, les personnes en situation d'aidance et les personnes aidées, ils ont envie aussi de rendre. Et je crois que ça donne aussi un sentiment d'humanité et de vraiment être important pour le monde dans lequel on vit. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on n'est pas un citoyen important dans nos communes, dans nos agglos, pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'on fait société et qu'on peut laisser une trace pour l'avenir. Sébastien, quelque chose à ajouter ? D'autant plus que, pour rebondir sur ce que tu dis, Élodie, l'équipe de Résonance a été complétée par 2 bénévoles. Geneviève, qui est une conteuse justement à la retraite, avec qui on avait déjà travaillé dans un précédent projet à la résidence Roche de France, qui est conteuse et en fait qui a rejoint l'équipe et pour venir effectivement animer, et également Delphine Bondran, alors qui travaille dans la Drôme, un peu plus haut dans la Drôme que Tain-l'Hermitage, qui était très intéressée pour comprendre comment Résonance travaillait le participatif, mais également interpellées par la thématique et voulaient vraiment participer à ce projet. Et je pense qu'elles ont aussi apporté une dynamique en plus. Et en fait, on s'est retrouvés effectivement une bonne vingtaine et on était une bonne équipe, quoi, avec une bonne dynamique. Et est-ce qu'on peut dire du coup que vous avez rempli vos objectifs ? De mon point de vue, si je peux me permettre, 100%. Et en fait, pour l'instant, on n'a pas encore parlé du sujet, l'évolution du droit des femmes. Qui a eu cette idée ? Alors c'est déjà, je pense, une idée qui est un petit peu dans l'air au niveau national. On a connu un mouvement MeToo qui a quand même fait pas mal bouger un petit peu tout ça, et on est dans une sorte de dynamique. Alors moi, en tant qu'homme, par exemple, j'ai besoin de trouver ma place parce que justement là, je parle au micro, mais c'est pas tant à moi d'en parler, quoi, de laisser justement la place aux femmes en général de parler de cette thématique, mais c'est une thématique si on veut que les choses avancent, il faut qu'on arrive à ouvrir la parole et que les gens puissent exprimer les choses. En fait, c'est ouvrir le dialogue, et puis c'est comme ça qu'on fait société. On va pas tarder à arriver à notre pause musicale. Vous nous avez proposé une chanson. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Son titre, c'est Ma Belle ? Alors sur la Escale Répit, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des personnes qui me proposent du bénévolat, et entre autres dans les bénévoles, il y a une Valérie, donc vous allez pouvoir entendre, qui est aussi une artiste, qui est une personne formidable, qui donne beaucoup de temps, beaucoup de chansons, de musique, de sourires et d'aide à l'Escale Répit, et c'est quelqu'un qui aime partager, et donc je suis vraiment très touchée, très heureuse que vous ayez pris ce morceau de musique pour accompagner cette émission. Vraiment, merci beaucoup. Quel coup de téléphone entendre ta voix, ma belle. Retourner tant d'années en arrière, j'y crois pas, ma belle. Te rappelles-tu comment chanter, comment danser, comment t'oublier, une si belle amitié? Et les années ont passé, 8 ans passés. Nous avions 16-17 ans et attendions le prince charmant qui viendrait sur sa moto blanche et moteur ronronnant. Et oui, bientôt 60 piges, ma belle, avec nos grands-enfants du bout de notre vie, mais personne dans nos bras et encore moins dans notre lit. Que de rêves, ma belle, que de choses nous voulions, que de gestes avons-nous jetés que jamais nous ne subirions. Avons-nous réussi d'éviter ce que nos mères ont connu de pire? À quel prix? Oh, quel prix? Avec nos grands beaux enfants du bout de notre vie, mais personne dans nos bras et encore moins dans notre lit.
puis renié, puis enfin oublié. Nous avons construit pendant des années des nuits pour nos oisillons aimés. Ils se sont envolés parfois trop tôt. Souvent nous avons été terrassés, oui, terrassés. Et depuis ce jour, nous allons quinquer. Et oui, près de 50 piges, ma belle, avec nos grands enfants de nos villes, les personnes dans nos bras, et encore moins dans notre lit. Allez, ma belle, plus d'un demi-siècle de passé. Oui, nous sommes parfois si fatigués. Mais entendre ta voix, ma belle, je me dis qu'il y a encore l'espérance de jolis doux moments à vivre. Et le prince charmant n'existe pas assurément. Et nous pouvons encore aimer, ma belle, l'amour de la vie, ma belle, l'amour tout court. Allez, viens, ma belle, on va fêter nos cinquantenaires comme il le faut, comme on le veut, comme il se doit. Allez, viens, ma belle, ce soir y'a de la fête dans l'air. Ce soir nous sommes les reines. Que l'importance, la taille du bal, pour aller danser, pour aller aimer, pour vivre, ma belle. Allez, encore des tours de manège, des tours de danse, des tours de danse. Allez, danse, ma belle, danse, allez, chante, chante. 1 heure pour le dire sur RCF, Eva Laplace. Et toujours pour évoquer l'évolution des droits des femmes, nous sommes avec cette fois-ci Dalia et Jade. Vous êtes toutes les deux services civiques volontaires à Unicité dans le domaine de la solidarité des seniors. Bonjour. Bonjour. Et on est aussi avec Marie-Paul, aidante à l'Escale Répit depuis plusieurs années. Bonjour. Bonjour. Et nous avons toujours avec nous Sébastien. Oui, toujours présent. Et donc, dans le cadre de votre projet, nous écoutons un extrait des enregistrements que vous avez déjà réalisés. Moi, ce que j'ai retenu de beaucoup d'entretiens, c'est que quand on est une femme en âge de procréer, on nous demande si dans les années à venir, on s'imagine avoir des enfants, alors que pour moi, c'est du domaine privé. On ne doit pas avoir à répondre à ce genre de questions pour trouver un emploi. Voilà. D'accord. Sinon, est-ce que par rapport, par exemple, à ta maman, ou est-ce que tu as vu une évolution ou... Moi, déjà, c'est une évolution de t'entendre parler, déjà. Et est-ce qu'on a la réponse à cette question, Sébastien ? Alors, il faudra écouter les podcasts qu'on a enregistrés. Effectivement, là, ce n'est qu'un extrait. En fait, c'est une histoire qui est en perpétuelle évolution. Et en fait, ce qui est beaucoup revenu, et je pense que là, on est sur un sujet qui fait mouche, c'est-à-dire le besoin de transmission, parce qu'en fait, rien n'est jamais acquis. Et que, en fait, on voit bien, si on peut parler de la France, bien sûr, mais si on s'intéresse à l'international, on sait bien que rien n'est acquis pour quelque chose qui devrait être, de mon point de vue, normal, puisque pour information, les femmes représentent au moins la moitié de l'humanité, quoi. Voilà. Mais en fait, ça ne l'est pas. Donc en fait, ça amène énormément de questions sur le pourquoi, comment on en est arrivé là, et comment on fait pour aller plus loin. Et d'ailleurs, comment vous en êtes arrivé à cette question du devoir de procréer ? Peut-être Dalila, Jeanne ? Suite à des conversations qu'on a eues avec les aidants, on a beaucoup parlé de beaucoup de sujets, et Résonance nous avait aussi transmis beaucoup de dates, beaucoup d'événements marquants. Ce qui a, en vrai, je pense, c'est ça qui a révélé un peu tous les sujets qu'on a pu aborder. Est-ce que vous avez peut-être 2-3 autres exemples de quels sujets vous avez abordés, Dalia ? On a beaucoup abordé le fait que dans les familles, donc avant, le père était considéré comme chef de famille et avait un peu tous les droits parentaux sur les enfants, ce qui nous révoltait, évidemment. Moi, j'ai aussi parlé avec Nicole, une aidante, de la place des femmes dans l'entreprise de leur mari.
et on était toutes les deux d'accord pour dire que la plupart font du travail non payé et que ma mère a été dans cette situation et que Nicole l'a été également. Et du coup, c'est quelque chose qui est quand même assez présent à l'heure actuelle et qui continue d'arriver. Et c'est pour ça que je pense que la lutte, elle est jamais vraiment finie et que ce projet est très intéressant pour transmettre plein d'idées, plein de choses. Et pour vous, Marie-Paul ? Alors, problème procréé, c'est un problème qui révèle d'autres problèmes. Moi, je pense que l'évolution première des droits des femmes, ça a été le droit de choisir ou pas d'avoir un enfant, de faire un enfant. Parce que avant, les femmes subissaient les maternités. Moi, j'ai vu ça au sein de ma famille. Mes grands-mères avaient 5, 6 enfants non désirés. Et elles subissaient ça comme on attrape la grippe. Et elles n'avaient pas le choix. Et le fait de la contraception à la fin des années 60, ça a été un progrès considérable. Et à l'époque, c'était pas bien vu du tout. On disait, mais c'est pas possible, ça donne le cancer. Et ça va amener les femmes à une certaine liberté sexuelle. On voyait vraiment le mauvais côté des choses. Et pour moi, c'est ce qui a marqué vraiment la liberté de choisir de faire un enfant. C'est pas rien de faire un enfant. Et de choisir soi-même. La femme peut choisir. Ça a été vraiment quelque chose de considérable. Et si vous êtes d'accord dans la suite de ce que dit Marie-Paul, est-ce qu'on peut faire un tour de table ? Et est-ce que vous pouvez me dire quels sont les droits des femmes, un droit auquel vous êtes particulièrement attaché ? Sébastien, vous voulez commencer ? Alors, il y en a plusieurs. Le premier qui me vient à l'esprit, dont on n'a pas énormément débattu malgré tout, j'ai trouvé, c'était le droit de vote, tout simplement. En fait, pareil, comme dit Marie-Paul, sur un sujet autour de la contraception et donc d'avoir la liberté de choisir, de faire partie d'un pays et de pas avoir la possibilité de vote, ça paraît ahurissant aujourd'hui, et pour autant aujourd'hui on est dans un taux d'abstention qui est assez énorme. Donc en fait tout ça amène beaucoup de sujets, mais pour répondre à ta question, le droit de vote. Et juste à côté de vous, Dalia ? Alors moi je dirais le droit de travail, parce que mine de rien dans cette société, sans travail on n'a pas d'argent, et sans argent on peut pas être émancipé. Et donc pour moi c'est un droit qui est très très important et primordial actuellement. Et pour finir, Jeanne ? Moi, j'allais dire le droit d'ouvrir un compte en banque, à peu près pour les mêmes raisons que Dalia, parce que en fait, on peut pas être autonome si on n'a pas d'argent, et si on n'a pas le droit d'ouvrir son propre compte et de disposer de son argent comme on le souhaite. Et pour vous, Dalia, Jade, et aussi pour vous, Marie-Paul, est-ce que ça a été facile de discuter de ces sujets entre vous ? Est-ce que vous avez trouvé une connexion directement ? Ou ça a demandé un peu plus peut-être de médiation ? Moi, c'est venu naturellement, avec beaucoup d'humour, l'envie de partager, et puis se remémorer des tas de souvenirs. Ça a été un moment agréable, et ça a été assez facile de parler beaucoup de choses. Et les personnes qui au début étaient un petit peu en retrait se sont mis à parler et dire oui, mais moi j'ai une anecdote et tout. Donc ça a été très naturel et j'en garde un très bon souvenir. Et selon moi c'était assez simple, parce qu'on était un peu tous et toutes révoltés, et donc je pense que on est en France et donc là comment dire on sait se révolter, on sait taper du poing, et je pense que c'est quelque chose qui nous a bien unis et qui nous a bien permis de débattre et de dire qu'on n'était pas d'accord, on n'était pas en accord avec ce qui se passait, et même dans le monde actuellement, parce que c'est pas acquis, nos droits ne sont pas acquis en tant que femmes, ça fait peur, mais il faut continuer de se battre, et je pense qu'il faut rester dans cet esprit-là. Et pour vous, Jade, ça a été facile ? En vrai, au départ, j'avais pas l'impression d'être très utile dans ce projet, et j'avais l'impression de pas vraiment apporter quelque chose. Mais au fur et à mesure des discussions, je me suis rendu compte que c'était important déjà juste pour moi d'écouter tout ce qui se disait,
et aussi de pouvoir avoir un regard un peu plus jeune, un peu plus actuel sur ce qui se passe vraiment. Mais en vrai, je pense que vraiment ce qui est ressorti de ça, c'est que c'est jamais fini et que il y a encore du taf, quoi. Et donc aujourd'hui, vous représentez une petite partie des gens qui étaient là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'était lors de ces échanges? Est-ce que vous étiez tous en cercle, en train de vraiment débattre? Est-ce que vous étiez 2 par 2 et dans le service civique? La plupart du temps, on était tous en cercle et juste on se parlait. De temps à autre aussi, on était en groupe de 4 et du coup, souvent, vu on va en équipe de 4 à l'Escale Répit, donc du coup, il y avait un jeune avec 4 aidants. Et du coup, on échangeait comme ça, et c'est comme ça qu'on a fait du lien, je pense. Et en termes, pour vous, Marie-Paul, du coup, vous êtes aidante, vous avez quand même, du coup, excusez-moi, mais plus de vécu. Est-ce que c'est plus facile, du coup, d'utiliser tout ce qu'on a vu de l'histoire pour discuter? Oui, pour moi, ça a été facile parce que j'ai plein de choses à dire. Et ça a été utile parce que on était en groupe et il y avait un jeune homme donc qui fait partie du service civique. Et j'expliquais que mai 68, c'était une période où ça a donné un petit coup de pouce aux femmes. Et je parlais de mai 68 mais il me regardait. Et puis à un moment, il me dit « Mais s'il vous plaît, expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est que mai 68 ?» Et là, j'ai marqué un temps d'arrêt. J'ai dit, c'est pas possible, il y a 17 ans. Et je me suis dit, c'est là où il faut transmettre ce qui s'est vraiment passé, etc. Et je voudrais revenir sur, au niveau de la contraception. Actuellement, le planning familial n'est pas autant subventionné qu'il le devrait. Il y a même des baisses de subventions. Et quand on voit qu'il y a encore beaucoup d'avortements, je me pose des questions. Je me dis, il faut continuer à leur parler. Et donc, un homme, parce que autour de la table ici, nous avons que Sébastien pour représenter ce genre. Oui, mais il y en avait... Quel représentant? Mais du coup, il y en avait parmi les services civiques et les aidants? Alors, effectivement, il y en avait 3 à peu près en permanence. Alors c'est vrai que ils ont eu un peu plus de difficultés à trouver leur place, mais voilà, en comprenant et en travaillant avec eux, a priori le bilan est plutôt positif et ils ont quand même parfois. En fait, le dialogue, c'est aussi entendre ce qui se dit et écouter. Et en fait, parfois, les gens peuvent être peu de mots, mais parce qu'ils le sont, et on n'a pas besoin d'être bavard comme moi, et donne-moi un micro et je te parle pendant 2 heures, si tu veux. Parfois, des gens ont juste besoin d'être là, entendre, et puis aussi être intégrés à leur manière dans le groupe. Le participatif, c'est ça. Personne n'est obligé d'être tous pareils, etc. Chacun vient comme il a envie. Et Dalia, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'avoir justement des hommes qui participent à cette conversation? Je trouve que c'est important parce que on parle souvent de féminisme, mais le féminisme, c'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes. On se bat tous ensemble. Et je trouve que c'est d'autant plus important qu'il y a des hommes qui viennent à ce genre d'événements, j'allais dire, mais de rassemblements, parce que c'est eux aussi qu'il faut éduquer. Il faut qu'on s'éduque tous en fait de la même manière et il faut qu'on se batte tous de la même manière. C'est pas parce que on n'est pas directement concerné par le sujet qu'on ne peut pas se battre. Et je trouve que c'est important qu'il y ait des hommes qui soient ralliés à notre cause. Je me tourne vers vous maintenant, Jade. J'ai besoin de savoir, dites-moi, quel a été le sujet le plus chaud dans vos discussions? Probablement quand on a parlé du droit de port du pantalon. J'attendais que ce moment-là. Dites-moi tout. Parce que en fait, on s'est rendu compte que c'était super récent, 2013. Et du coup, je pense que on se rend pas compte à quel point tout est récent et tout est super fragile. Et je pense, moi en tout cas, ça a été un peu le déclic de me dire, ok, en fait, il faut aller au front, quoi. Il faut porter les armes un peu là.
Alors pour nos auditeurs, à savoir qu'en 2013, il y a eu l'abrogation de l'interdiction de porter le pantalon pour les femmes. Bien sûr, dans les mœurs, les femmes ont pu porter le pantalon depuis l'apparition de la bicyclette, mais effectivement, 2013, c'est la date où on a arrêté d'interdire aux femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Paul? Ce que j'en pense, j'en ai un souvenir éclatant. Il y a une 60aine d'années, donc j'avais 8 ans, les femmes commençaient à mettre le pantalon. Et c'était très, très, très mal vu. Et du haut de mes 8 ans, je voulais mettre un pantalon. Alors j'avais l'autorisation de mettre un pantalon, mais c'était avec les espèces de trucs, c'était des pantalons de ski. J'étais vraiment immonde, mais ça fait rien. Je mettais un pantalon et on me disait, mais les femmes qui portent un pantalon, ce sont des mauvaises femmes. Et moi, je me disais, non, je suis pas une mauvaise fille, je suis pas une mauvaise femme. Et ça a été très difficile d'imposer ça. Et je trouve ça hallucinant, quoi. Donc il faut rien lâcher. Parce que la preuve, c'est que seulement en 2013, on a officialisé ça. Et je trouve ça incroyable. Voilà. Votre avis, Sébastien ? Alors c'est vrai que quand on a fait ce travail préparatoire avec ma collègue Christelle Jacob et on est arrivé avec un jeu où en fait c'était un jeu très simple où il y avait des cartes mais il fallait trouver plus ou moins la date ou au moins la décennie où ça s'était passé, le droit de vote et effectivement l'abrogation de cette loi qui datait d'un autre âge autour du pantalon. Alors moi, de mon point de vue, je suis très content en fait que la mayonnaise ait pu prendre et qu'on ait pu faire en sorte, en testant, en expérimentant, et que des gens se rendent compte, comment ça, 2013, le pantalon, qu'est-ce que ça veut dire, et que ça entraîne justement une dynamique et une envie de savoir, parce que en fait, je pense que ça répond à un besoin. Alors nous, on l'a fait dans notre micro-société temporaire à l'Escale Répit, un mardi toutes les semaines, après-midi, pendant 6 semaines. Mais c'est ça qu'on doit faire dans la société entière. Il faut qu'on se réapproprie des espaces de discussion. Et tant que les gens y dialoguent, ils se tapent pas dessus déjà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, faut le savoir. Et puis, c'est pas grave de pas être d'accord. C'est pas grave de pas savoir... Ça, c'est un fait. Parfois, on se trompe et ça pose aucun problème. Il faut laisser la possibilité aux gens de s'exprimer et comme ils ont envie, avec ce qu'ils sont, leurs erreurs, leurs limites qui peuvent être dépassées, etc. Et moi, voilà, c'est encore une fois, c'est ce qu'on essaye nous de proposer au sein de Résonance, de créer des agoras un petit peu temporaires pour que les gens, sur différentes thématiques, puissent s'exprimer. Et franchement, allons-y parce que ça fonctionne plutôt très bien. Je vous demande encore de tenir un peu la parole, s'il vous plaît. On va arriver à notre deuxième pause musicale. On va passer une chanson qui s'appelle « Bat-toi chante ». C'est encore la même artiste. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots ? Alors Valérie, effectivement, faisait partie du groupe en tant que bénévole et elle était venue avec sa guitare et effectivement, on n'a pas trop enregistré ces moments de chant, mais on aurait pu parce que ça faisait partie de la dynamique. Et Valérie s'est impliquée très rapidement. C'est vrai qu'elle a une approche un petit peu timide, ne pas trop être sur les photos, pas trop l'entendre. Et en fait, rapidement, dès qu'elle a capté un petit peu les autour du projet, elle y a été franco et comme disait Elodie tout à l'heure, c'est vrai que c'est sa manière à elle de s'exprimer, son art et ses paroles, etc. Elle met tout d'elle dedans en fait et elle est dans une tradition un petit peu de chanson française en plus et aujourd'hui peut-être que des jeunes sont très branchés hip-hop et c'est tout à fait normal, mais la tradition de la chanson française elle perdure dans le hip-hop aujourd'hui, donc moi je vois pas trop de cassure entre ce que fait Valérie et le morceau ou l'album de hip-hop qui sortira demain. Enfin pour moi
c'est la même chose, c'est la même continuité. Et en fait, c'est ce lien-là. Bien sûr, pour vendre des paquets de lessive, faut faire des cadres, etc. Mais en fait, tout ça, c'est pas la réalité. On fait partie d'une même communauté. En fait, on est et en fait, cette fabrique à mémoire, cette récolte de mémoire, appelons-la comme on a envie. En fait, c'est pour faire société. Et ce que j'aimerais rajouter pour terminer, c'est que en fait, les gens, souvent, quand on leur pose la question, voilà, je te propose de parler dans un micro, je te propose de participer à un projet, de me parler de ta vie, les gens, la première réaction, c'est de dire, mais je n'ai rien à dire. Alors que c'est faux. En fait, tous les gens ont beaucoup de choses à dire, beaucoup plus qu'ils ne croient, en fait, en définitive. Et ça, c'est vivement le prochain projet. Qu'est-ce que tu crois aux jeunes qui semblent porter des croix? Qu'est-ce que tu crois? Parce que je ne suis pas habillée comme toi, que je n'ai pas le même cœur, la même pensée que toi. Tu as raison, c'est vrai qu'on pourrait se croire au temps des rois, car je vis où tu vis, où la société nous a parqués, retranchés d'une autre vie, parce que je n'ai pas plus de prix que toi. Je suis comme ta mère et je chante comme je voudrais voir les oiseaux s'accrocher à nos fenêtres pour y chanter. Je voudrais qu'ils enlèvent ces grillages à nos immeubles pour s'évader. Je voudrais qu'ils enlèvent tous ces détritus si tristus. Les couloirs si mat, couleur du désespoir, n'arrêtent pas le vent glacial qui envahit nos cœurs, nous met la rancœur. Qu'est-ce que tu crois, le jeune, parce que je ne suis pas habillée comme toi? Moi aussi j'ai peur de tous ces gens qui ont peur de toi, de moi. Pourtant je suis là, et pourtant je me bats. Chaque jour j'essaie d'offrir un peu d'amour. Je colmate les courants d'air de mon cœur et des fenêtres en aidant ta sœur, ton frère, en leur donnant un peu de chaleur, le temps juste de quelques heures de bonheur. La révolte se fait envers ceux qui soulèvent cette douleur, et non pas envers ceux qui la subissent et en crèvent. Alors bats-toi, mais pas contre moi, et surtout pas contre toi. Bats-toi, avec le cœur, pas avec la rancœur. Bats-toi, je suis comme toi, je suis comme ta mère. Alors bats-toi, bats-toi, pas contre moi, pas contre toi. Je suis comme toi.
1 heure pour le dire sur RCF, Eva Laplace. Et nous arrivons dans la dernière partie de cette émission où nous discutons de la collecte de la mémoire sur l'évolution des droits des femmes. Avec nous toujours Dalia et Jade, service civique volontaire à Unicité dans le domaine de la solidarité senior. Vous êtes encore avec nous? Oui, bonjour. Et on a toujours avec nous aussi Marie-Paul, aidante à l'escale Ripi depuis plusieurs années. Bonjour. Bonjour. Et avec nous encore Sébastien de Résonance de l'association. Résonance, effectivement. Tant que vous aurez besoin de moi, je resterai au micro. Et bien d'abord, nous écoutons un deuxième et dernier extrait de votre projet. J'ai travaillé très jeune parce qu'on était nombreux de famille. On était 8. Je me suis mise au travail à 13 ans. J'allais au travail en mobilette. Et je savais pas trop faire de la mobilette. Alors, par moments, il m'arrivait des problèmes. Mais j'étais obligée de faire la mobilette. Et puis, je disais au chauffeur de car, là où je m'étais tombée, de surtout pas le dire à mes parents. Alors, j'ai fait réparer ma mobilette sans que mes parents le sachent. Et c'est un peu ce qu'on disait quand on parlait des petites histoires. La mobilette, ça a aussi été pour un grand nombre de personnes un moyen du coup de pouvoir de mobilité, de pouvoir partir, de pouvoir faire des choses. Qui d'entre vous avez parlé aussi de votre histoire, de ce qui vous est arrivé personnellement? Moi personnellement, j'ai parlé du coup de ma mère quand on évoquait le sujet du travail avec les conjoints, parce que ma mère était du coup dans cette situation où elle faisait du travail en plus pour aider mon père sans être payée, sans être considérée. Dalia, est-ce qu'il y a quelque chose de personnel? Personnellement, j'ai pas dit de choses qui me sont arrivées à moi. J'étais plus dans ce qui se passait globalement dans le monde et en France. Voilà. Et pour vous, Marie-Paul? Alors moi, c'était pas la mobilette, mais dès que j'ai pu, je me suis payé mon permis pour être libre et ne pas dépendre des autres. Donc ça a été un moyen aussi d'être émancipée, de conduire, parce que beaucoup de femmes ne conduisaient à l'époque. Ma mère n'a jamais conduit de sa vie. Et c'est un moyen d'être libre. Voilà. Sébastien, quelque chose, vous, est-ce que Résonance a le droit de partager aussi? Alors, on a tout à fait le droit de le faire, mais pour le coup, c'est pas trop à notre place. Nous, on est plutôt là pour accompagner en fait les gens et leur donner confiance dans ce que je disais précédemment, c'est-à-dire non, je pense que ta vie, tes expériences, moi, ça m'intéresse, c'est plutôt important. Nous, on se place plutôt à ce niveau-là et on s'occupe possiblement de la technique, bien que l'aspect participatif, nous, on est full force à que les gens, le public, s'emparent également des micros et de la technique. Et du coup, est-ce que vous avez récolté beaucoup de témoignages personnels? Alors oui. Globalement, après c'est vrai que comme on l'expliquait, c'était plutôt en forme de débat. Donc il y avait toujours au moins 3-4 personnes autour de la table. Donc c'est vraiment des formes un petit peu de discussion, avec ce que ça peut avoir d'aléa dans la prise de son, mais qu'on assumera totalement, parce que en fait, voilà, là on pratique une interview, on l'a préparée à l'avance, etc. Et en fait, parfois, plutôt avoir une approche autour d'une discussion, il y a quelque chose de spontané aussi qui peut émerger et comme un souvenir qui te revient en tête. Donc je pense que c'est une approche un peu appropriée pour ce qu'on a fait. Dalia, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience? Alors moi, ce que j'ai retiré, c'est de me rendre compte d'à quel point c'est récent, les changements et les évolutions pour nous, les femmes. Et de me rendre compte aussi que on n'est pas sorti d'affaires encore, qu'il y a encore du chemin à faire et que tout ce qu'on a construit pour le moment, c'est pas solide. Qu'il suffit d'un rien pour faire tout vaciller. Et est-ce que vous avez apprécié ce côté de prendre la parole, d'échanger et surtout de savoir que du coup c'est quelque chose qui sera en podcast, quelque chose qui pourra être écouté par d'autres gens? Alors moi j'ai beaucoup apprécié, surtout écouter, parce qu'il y avait beaucoup d'histoires hyper intéressantes, des personnes qui étaient super passionnées lorsqu'elles parlaient.
était révolté, comme je le disais avant. Ouais, c'est quelque chose qui va, je pense, encore plus me pousser à me battre et à continuer d'être engagée. Voilà. Et pour vous, Marie-Paul, qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ? Alors, une expérience très riche en échange et avec des jeunes qui ont été très très surpris quand je leur ai dit l'histoire du pantalon, enfin des tas d'histoires incroyables. Et je me suis dit, on est utile, on est là pour parler, il faut continuer à se battre parce que, comme tu disais, c'est pas terminé, quoi. Il faut être mobilisé et voilà. Donc c'était une très très belle expérience. Donc c'est pour ça aussi que je suis là ici. Et pour vous, Jeanne ? Moi, je pense que ce que je vais retenir de cette expérience, c'est que c'est toujours important de donner son avis et c'est toujours important de transmettre des choses et qu'il faut continuer à le faire. Enfin, en fait, je me rendais pas compte à quel point c'était une réalité pour ces femmes et c'était il y a même pas si longtemps que ça. Et du coup, avec ce taf de transmission, je me suis vraiment rendu compte que on y était encore et que il y a encore plein de femmes à l'heure actuelle qui vivent des injustices juste parce que c'est des femmes et il faut continuer à se battre et c'est pas fini, quoi. Et Sébastien, vous, donc c'est quelque chose que vous faites déjà, la collecte de mémoire, mais qu'est-ce que vous en avez retiré ? J'ai trouvé que une facilité, en fait, parce que on a rencontré un public qui avait vraiment envie et en fait parfois ce petit effort qu'on doit faire supplémentaire pour leur donner confiance dans leurs paroles, en fait, tout simplement, là ça n'a pas été très compliqué. Donc moi j'en tire que c'est une expérimentation aussi qui a bien fonctionné, parce qu'en fait quand on travaille avec de l'humain, on ne sait pas. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, parce que c'est comme ça, c'est la vie et il faut faire avec. Et là globalement, j'ai trouvé que dans la continuité, la mayonnaise prenait, les gens avaient vraiment envie, avaient réfléchi entre les séances sur des choses à dire, ce qu'on leur a proposé, ils ont aussi l'ouverture d'esprit de l'accepter et puis d'aller un petit peu dans notre sens. Enfin, il y a pas vraiment eu de moments compliqués. Alors on parlait un petit peu en off d'impliquer un peu les hommes dans ce processus, parce que malgré tout la thématique pouvait être un peu excluante, mais comme je le disais précédemment, ils ont trouvé leur place et puis il y a un vrai travail à faire. Ça a fait prendre conscience aux participants et aux participantes de pouvoir laisser la parole à chacune et pour moi ça c'est très positif. Et puis en plus ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas fini. Juste avant qu'on parle juste de ce qui va se passer justement après, est-ce que je peux me tourner du coup vers vous qui avez participé au projet et vous demander, est-ce que vous avez une petite anecdote pour nous, quelque chose un petit souvenir, une petite anecdote, quelque chose que vous pouvez nous raconter ? Laquelle choisir ? Oui, voilà, il y en a tellement eu que c'est l'anecdote, c'est quand le petit jeune là me dit mais c'est quoi, mais 68 ? Je dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, c'est pas de sa faute. Hein. Et là, je me suis dit quand même, ça fait à peine 60 ans, c'est important de parler. Voilà. On a enregistré ça, on Oui. On le diffusera à ce moment. Oui, tout à fait. Jeanne, Dalia ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette histoire de pantalon. Parce que 2013, j'avais quand même déjà 9 ans et autour de moi, toutes les femmes portaient le pantalon et du coup, je pensais que c'était juste normal. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question de est-ce qu'on a tout le temps eu le droit de le porter, ce pantalon-là ? Et c'est vrai que ça m'a choquée. Moi, je pense que c'est quand j'ai parlé avec Nicole, on a échangé sur le travail dissimulé un peu des femmes qui aidaient leur mari et qu'en fait, elle m'a appris que elle a toujours travaillé pour son mari, mais qu'elle a jamais rien eu et que du coup, là, sa retraite, c'est compliqué. Enfin, en fait, on se rend pas compte à quel point ça complique tout parce que là, du coup. Elle a pas de preuve qu'elle travaillait vraiment et du coup je pense que c'est ce qui m'a marqué. Et c'est des anecdotes, Sébastien, qu'on va pouvoir du coup retrouver plus tard dans les extraits ?
Oui, je pense qu'on a à l'heure actuelle une vingtaine de fichiers audio, alors avec des durées un peu différentes. Parfois c'est très court, 1 minute 30, mais d'autres montent à plus de 10 minutes. On va retailler dedans, mais on va essayer justement de faire un travail final, de mettre en valeur et en avant les souvenirs des gens, qui était notre objectif, parce que c'est vrai que dans le processus les gens ont aussi, comme on était en mode conversation, amené beaucoup d'avis sur la table. Va falloir faire un petit peu un tri pour essayer de proposer l'essentiel, c'est-à-dire un partage de mémoire, puisque ce qui est sûr, c'est que ces audios finiront aux archives départementales de l'Ardèche, et on est en train de travailler pour parler avec les archives départementales de la Drôme pour que ça soit accessible à tout le monde. Et quelle est la prochaine étape pour Résonance ? Qu'est-ce que vous allez faire après ? J'ouvre les balles et puis vous complétez si vous voulez. Et là, on va partir au mois de mai sur plusieurs séances où l'objectif va être un petit peu similaire mais recentré, puisque ça va être un projet vidéo. On veut un format très très court afin que ça puisse être diffusé directement sur les réseaux sociaux et assez facilement digérable par le public qui a un temps d'attention assez limité, on va dire. Et là, ça va être de mettre devant la caméra un aidant et puis un service civique. Est-ce que vous allez participer dans la table ? Oui. Oui, alors moi je continue l'aventure. Ah oui. Et vous avez aussi un projet Résonance un peu plus tard, en juillet. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, ce projet se clôturera effectivement le 2 juillet. Alors, un rendez-vous pour un plateau radio qui sera en public. Alors, pour le moment, il faut qu'on discute de la forme. Relativement similaire à ce qu'on fait maintenant, à peu près 1 heure, découpée en 3 un peu thématiques, pas tant pour parler de ce qu'on a fait, mais plutôt se recentrer justement sur le sujet et continuer la discussion, possiblement avec des prises de parole du public. Ça c'est à voir, et ça aura lieu le 2 juillet à l'Escale Répit, au 55 allée du Parc, donc à Tain-l'Hermitage. Pour l'horaire à voir, de toute façon on va créer une communication et on diffusera sur nos réseaux. Mais autour de 14h, 14h30, on allumera les micros. Après le café, si j'ai bien compris, c'est ça ? C'est important. Et bien sûr, on y sera aussi, et on diffusera aussi sur nos antennes. Merci à vous tous, merci d'être venus parler avec nous de votre projet, donc de l'Escale Répit et aussi de Résonance, d'avoir parlé avec nous de l'évolution des droits des femmes. Donc merci à vous, Sébastien, vous représentez Résonance. Effectivement, moi je remercie toute l'équipe des participantes et participants au projet. Je remercie particulièrement Delphine et Geneviève d'avoir participé activement en tant que bénévole à ce projet, et que d'autres projets comme ça puissent voir le jour. Élodie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Avec plaisir. Donc moi je voulais dire quand même que j'avais beaucoup de chance de pouvoir travailler pour Archaglo, et je remercie particulièrement la présidente Delphine Comte de nous avoir soutenus et autorisés à mener à bien ce projet. C'est quand même pas rien. Et aussi, j'ai beaucoup de gratitude pour les commissions des financeurs, qui sont des organismes qui permettent, portés par les départements Drôme et Ardèche, qui permettent de financer des actions soit de prévention, soit d'aide aux aidants. Ça veut dire qu'ils ont compris que aider des aidants, ça pouvait être aussi faire un pas de côté et leur donner la parole aussi sur autre chose que sur leur rôle d'aidant dans la vie. Et on peut aussi apporter de l'écoute et du soutien à des personnes en situation d'aidance en leur proposant d'autres types d'activités qui leur donnent vie et qui les mettent en avant. Et encore des remerciements. Je pense à Elsa de Unicité, qui est la coordinatrice, qui m'a permis de rencontrer Tariq, Tia, Jade et Dalia. Vraiment, merci Elsa. Beaucoup de grands merci à Résonance et sa belle équipe, parce que franchement, au-delà de la qualité technique, ils ont des qualités humaines, ils sont extraordinaires, vraiment. Si vous voulez mener un projet audiovisuel, appelez-les.
C'est vraiment formidable. Et tout à l'heure, on a parlé de Valérie qui était bénévole à l'Escale Répit. Et le mardi, on a aussi Sylvie. Et le mercredi, on a aussi Morissette et Jacqueline. Enfin, vous voyez plein de monde. Donc, merci à tous et merci de nous avoir donné la parole. Merci à vous d'être venus de représenter l'Escale Répit. D'ailleurs, en parlant de Valérie, peut-être pour nos auditeurs, nous donner son nom d'artiste ? Eh bien, a priori, d'après nos dossiers, son nom d'artiste est Carole Valavi. Et du coup, on peut la retrouver, je suppose, retrouver ses chansons sur plusieurs plateformes ? Mais j'espère pour elle. Eh bien, très bien. On invite nos auditeurs à aller voir s'ils peuvent la trouver. Je remercie aussi Dalia. Vous êtes du coup service civique volontaire à Unicité dans le domaine de la solidarité senior. Merci à vous. Merci d'être venue. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis et merci beaucoup à Elodie pour nous avoir proposé ce projet-là. Merci à Résonance de nous avoir accompagnés et merci à Unicité de nous avoir mis en relation avec l'Escale Répit. Merci à vous aussi, Jeanne, d'être présente. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et d'être venue répondre à toutes nos questions. Merci à vous aussi, Marie-Paul. Je rappelle, vous êtes aidante et vous faites aussi partie de l'Escale Répit. Tout à fait. Et moi, je voudrais remercier Elodie pour son idée lumineuse. On en a plein d'idées lumineuses. Et parce qu'elle nous amène à faire des choses fantastiques dans des situations où, quand on est aidant, c'est pas facile tous les jours. Et là, c'est la lumière. Merci à tous, merci d'avoir répondu à mes questions, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, et puis merci à Antoine Loistron d'avoir réalisé cette émission, et puis je vous donne rendez-vous le 2 juillet prochain.